Donc première chose, vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer à la fin, par exemple, du premier paragraphe sur la page 2 et vous enfoncez la touche retour chariot et vous avez la touche entrée, donc vous enfoncez la grosse touche entrée sur le clavier, vous avez un paragraphe vide. Dans la palette paragraphe, il n'est pas nécessaire qu'il soit aligné sur la grille parce qu'il va contenir une image en fait, donc je peux enlever l'alignement sur la grille. Ensuite, on va centrer l'image par rapport à la largeur de la colonne, donc vous activez le centrage. Voilà, le curseur est là au centre. Ensuite, vous allez prendre, avec la flèche noire, le bloc qui contient l'image. Donc attention, là on est bien au niveau du bloc. Les vecteurs sont bleus. On n'a pas cliqué là-dessus pour descendre dans le bloc, dans l'image. C'est bien le conteneur. Et vous allez faire un commande X. Vous avez envoyé dans le presse-papier l'image. Elle est prête à être collée. Vous allez prendre le curseur texte et cliquer dans votre paragraphe. Et vous allez coller commande V. Et voilà. Alors parfois, l'image déborde par-dessus le paragraphe précédent. Et il faudra dans ce cas-là aller cliquer sur paragraphe standard dans la palette des styles de paragraphe pour que ça fonctionne. Mais du coup, il faudra recommencer l'opération du centrage dans la palette paragraphe. Voilà. Dans un premier temps, on va s'intéresser seulement au style de paragraphe qui sert de support à l'image. J'avais indiqué qu'on ferait du style d'objet, mais ce sera pour plus tard. On ne va pas mélanger la création d'un style de paragraphe qui sert de support à l'image et la création d'un style d'objet pour donner un cadre à l'image ou quoi que ce soit, un vignettage ou peu importe. Donc je vous rappelle que si vos images ont l'air un peu pixelisées, c'est dans le menu affichage, performance d'affichage que ça se passe. Si vous êtes en affichage standard, vos images ont l'air de mauvaise qualité, mais en réalité c'est juste une astuce de InDesign pour économiser des ressources informatiques pour que l'ordinateur soit pas trop lent. Donc affichage, performance d'affichage, si vous voulez les voir avec tous leurs pixels, c'est affichage de qualité supérieure, et voilà. Et encore, c'est pas toujours la même chose que ce que ça donnera dans le PDF ou que ce que ça donne quand on ouvre l'image dans Photoshop. On va enregistrer le document pour les archives. En ayant le curseur qui clignote, en fait, il clignote sur tout le côté de l'image, là. Ah oui, peut-être que votre image est trop grande par rapport à la largeur de la colonne. Dans ce cas-là, vous la sélectionnez avec la flèche noire, sans double-cliquer. On est vraiment au niveau du conteneur. Et vous allez, dans l'outil de transformation, prendre une poignée du coin. Et avec la touche Shift enfoncée pour garder les proportions, vous redimensionnez l'image. Voilà. Là, je vais la faire même légèrement plus grande que la colonne. Légèrement. Pourquoi pas? C'est acceptable. Et alors, il se passe ceci. Si vous essayez maintenant avec l'outil texte de sélectionner le paragraphe qui contient... Ben, ça ne marche pas. Impossible d'insérer le curseur. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de faire le curseur dans le paragraphe qui suit ou à la fin du paragraphe qui précède. Et avec dans ce cas-ci, avec la flèche droite sur le clavier, je descends dans le paragraphe de l'image. Ou alors, si j'avais cliqué sur le paragraphe qui suit, avec la flèche gauche du clavier, je remonte dans le paragraphe de l'image. Voilà. Il faut être dans le paragraphe de l'image avec le curseur géant qui clignote sur le bord de l'image, à gauche ou à droite de l'image. Et là, dans la palette style de paragraphe, on va demander de faire
Donc pas les styles de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Et on va appeler ça image ancrée dans body text. Voilà. Attention, d'après aucun style, on n'a pas besoin de faire de parentage de style dans ce cas-ci. Ça n'a aucun intérêt. Appliquer le style à la sélection, c'est super, c'est ce qu'il faut. OK. Et voilà. Le paragraphe qui sert de support à l'image utilise le style image ancrée dans body text. À partir de là, je vais aller ailleurs dans le document. Par exemple ici sur la colonne, la deuxième colonne, je vais aller enfoncer la touche. Donc j'ai mis le curseur à la fin d'un paragraphe. J'enfonce la touche retour chariot, la grosse touche. Je vais aller copier-coller une image. Donc couper-coller une image. Donc je sélectionne avec la flèche noire l'image là sur le côté. Je fais commande X, c'est édition coupée. Je mets le curseur texte sur le paragraphe vide que je viens de créer. Je fais commande V et j'applique le style de paragraphe et donc l'image devrait se centrer. Le style, il est là. Image ancrée dans body text et voilà. Et je fais la même chose pour la troisième éventuellement. Ça va être rapide. Voilà. Ah, c'est une petite gymnastique, c'est bizarre, hein, c'est des images qui sont sur des paragraphes. C'est ce qu'on appelle les images ancrées. Voilà. Et donc, si on modifiait le texte, par exemple, si ici je vais enlever une partie de ce texte, en plus c'est la partie la plus dégueulasse, franchement. Vous avez vu ça? Je ne comprends pas comment il a généré un truc aussi pourri et immonde, quand même. Como rerum telesia dendem, franchement. Alors, je supprime. Qu'est-ce qui va se passer? L'image remonte. Je supprime encore. L'image va à un certain moment passer à la colonne d'avant, forcément. S'il y a assez de place pour qu'elle y aille. Voilà. Mais donc c'est ça l'intérêt. Ou si j'ajoutais du texte, l'image passerait aux colonnes suivantes. Voilà. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une blague. Ça ne veut rien dire, ceci. C'est du faux latin. C'est du faux latin, ça ne veut absolument rien dire. C'est des mots latins qui ont été coupés en morceaux et les syllabes ont été accrochées ensemble. C'est juste du faux texte. Ok, enregistrez le document. Les images sont très particulières ici. Vous allez pouvoir cliquer sur la première image avec la flèche noire et vous voyez une icône d'encre. Ça veut dire que c'est une image ancrée. Elle est dans le texte. C'est très particulier. Vous allez tenter de la redimensionner. Alors attention, quand on a cliqué sur l'image, on n'a pas cliqué, et je vais le faire ici pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, cliquer sur le réticule central. Ça, c'est descendre au niveau du contenu du bloc pour modifier notamment la position de l'image en bougeant avec la touche Shift pour déplacer parfaitement à l'horizontale. Ça, c'est le recadrage. Oh, ceci dit, vous pourriez tester. Cliquez avec la flèche noire sur le réticule et avec la touche Shift enfoncée, vous la déplacez. Voire même, vous allez pouvoir prendre une poignée du coin, agrandir en enfonçant la touche Shift. Voilà. Repositionner. Oui, il faut agrandir en enfonçant la touche Shift pour garder les proportions, évidemment. Voilà. Donc le recadrage, ça compte beaucoup. Je vais même le faire pour l'autre image, comme ça vous revoyez.
soit en double-cliquant avec la flèche noire sur le bloc, soit en cliquant directement sur le réticule. On a les limites de l'image. Là, elle déborde uniquement par le bas, visiblement. Et donc, avec l'outil de transformation manuelle, je vais enfoncer une poignée du coin et garder enfoncé une demi-seconde, le temps que InDesign construise la prévisualisation. Et là, maintenant, quand je bouge en temps réel, je vois ce que ça donne. Touche Shift pour garder les proportions. J'ai même la touche Alt en même temps, la touche Option pour faire le redimensionnement uniquement par le centre. Voilà, que par le centre. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Et je vais repositionner. Voilà. Là aussi, j'ai gardé une demi-seconde enfoncée, le temps de voir. Et donc, très intéressant. Si vous ne faites pas une encyclopédie où il faut montrer la totalité de l'animal pour des raisons scientifiques, instructionnelles, comment est-ce qu'on dit ? Voilà. Pour des raisons éducatives. Vous avez intérêt à recadrer les choses. Les images recadrées, c'est toujours bien. Bon, celle-ci, je vais la laisser comme ça, elle n'est pas si mal. Recadrer. Montrer moins, c'est mieux. Alors, vous allez pouvoir enregistrer le document. Enregistrez-le dans le dossier d'assemblage. Je vais indiquer ici à la fin -02. Donc on vient de redimensionner avec l'outil de transformation les images à l'intérieur de leur bloc. Mais en fait au départ, moi je voulais vous montrer qu'on va redimensionner le bloc ici avec son image. On va le redimensionner. Oui, évidemment, on pourrait, avec la flèche noire, recadrer, comme ceci. Ah, vu que l'image est centrée dans la colonne, si je diminue par la gauche, ça diminue aussi par la droite, elle reste centrée dans la colonne. Elle repose, l'image est posée sur un paragraphe avec qui est en mode centré dans la palette paragraphe. C'est pour ça. Bon, je vais annuler ici. Commande Z. OK. Si je suis allé trop loin dans l'annulation, commande majuscule Z, mais apparemment là ça va. Et donc, plutôt que de recadrer avec la flèche noire, je vais redimensionner l'image avec l'outil de transformation. Je prends une poignée du coin avec la touche Shift enfoncée pour garder les proportions. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift, je la lâche calmement. Et voilà. Donc l'image a à peu près la même largeur que les autres, donc c'est pas mal. C'est un peu mieux qu'avant. Ah oui, je suis allé trop en arrière en fait, avec mon CTRL Z. Mon bloc est redevenu jaune. Ok, c'est pas grave. Non, j'ai même pas besoin de sélectionner, c'est vrai. Je vais retourner dans Édition, Rechercher, Remplacer. Couleur, voilà, c'est toujours bien réglé comme il faut. Je recherche tous les jaunes, peu importe leur teinte. Je remplace par 100. Aucune couleur. Tout remplacé. 3 remplacements. Terminé. Voilà, c'est fait. Voilà. Ouais, j'avais pas remarqué que la couleur jaune était revenue sur le fond du bloc. Ok. Vous êtes dans InDesign, vous avez zoomé en arrière, on va amener les images sur le côté de la page ici, le côté gauche. Ce côté gauche, donc qu'on appelle la table de montage, peut être agrandi éventuellement si nécessaire. On ne va pas le faire ici, mais c'est dans les préférences repères et table de montage qu'on peut déterminer quelle est la zone qu'on a à gauche et à droite et en haut. À gauche et à droite, c'est équivalent actuellement à la largeur de la page, format lettre, 215,9 mm. En haut, c'est juste 1 pouce anglais, 25,4. Donc vous voyez, on pourrait augmenter si nécessaire, si on a besoin de plus de place sur le côté des pages. Donc l'idée, c'est de faire comme les imprimeurs faisaient avant, préparer sur le côté les blocs et puis les amener sur la mise en page.
Donc vous allez faire fichier importer, commande D évidemment. Vous allez dans le dossier d'assemblage et on va activer, clic, majuscule clic, les 4 images qu'on vient de télécharger. Alors, affichage par liste, c'est pas plus mal. Affichage par liste et affichage de la liste par date de modification. Vous avez ça, si vous ne voyez pas de date de modification ici, vous faites un clic droit pour demander de le voir. Et forcément, vous avez vos 4 images que vous venez de télécharger. Vous les avez soit en haut de la liste, soit en bas. Et c'est facile de faire clic, majuscule clic. Donc, vous cliquez sur ouvrir. Vous avez les 4 images qui sont dans le curseur. Il y a un numéro 4 entre parenthèses qui est là. Vous enfoncez le bouton de la souris, vous le gardez enfoncé. Vous agrandissez. Pendant que vous avez toujours le bouton de la souris enfoncé, vous allez appuyer sur la flèche du clavier qui monte vers le haut. Vous avez créé 2 rangées au lieu d'une. Dans ce cas-ci, on va appuyer maintenant sur la flèche qui va vers la droite sur le clavier. Vous avez créé 2 colonnes. Voilà, vous agrandissez bien ça. Et voilà, je vais recommencer en ayant une vue d'ensemble ici. Donc flèche vers le haut, 2 rangées. Flèche vers la droite, 2 colonnes. Voilà, et j'ai 4 images. Donc évidemment, si j'avais plus d'images, je créerais plus de rangées et de colonnes. On peut créer uniquement des colonnes ou uniquement des rangées, peu importe. Et vous allez faire à peu près la proportion des images qui sont visibles sur le côté. Là, ça a l'air bien. Pour des colonnes, pour les mettre dans des colonnes, c'est bien. Voilà. Et bien sûr, les images ont différentes proportions. J'en ai une qui est très horizontale d'ailleurs. L'idée maintenant, c'est de demander soit la petite icône ici dans la barre contrôle, remplir le bloc proportionnellement, soit menu objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. Donc on ne perd pas du temps quand on doit amener plein d'images dans InDesign. On peut le faire comme ça. Une grille d'images au moment de l'importation. Alors, avec la flèche noire, je clique à côté, puis je vais aller cliquer sur une des images, pas le réticule central, je clique vraiment sur le bloc et je double-clique pas, hein, je clique, voilà, je sélectionne donc le bloc, voilà. Je vais le couper, commande X, non, on va le copier, ce sera mieux, je vais garder quand même l'image là sur le côté, je vais utiliser une copie de l'image. Donc, commande C, édition copier, donc. Alors, on va aller quelque part sur la page qui n'a pas encore d'image, la page suivante. On va aller mettre l'image dans le texte. Alors, l'erreur habituelle, c'est de cliquer n'importe où, au début d'une phrase par exemple, et de coller. Ça, c'est foireux. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas, vous n'allez pas pouvoir contrôler l'image. J'annule, commande Z. Même chose si je clique à la fin d'un paragraphe et que je colle. Ça ne marchera pas non plus. Il ne faut pas faire ça. J'annule. Je vous montre les erreurs qu'on fait habituellement quand on veut insérer des images dans le flux d'un texte. En fait, il faut les insérer sur un paragraphe vide. Et donc là, en ayant le curseur à la fin du paragraphe, j'enfonce la touche retour chariot sur le clavier, j'ai un paragraphe vide et je colle l'image. Voilà. Et alors, cette image, ce paragraphe plutôt, vous voyez le curseur qui clignote là? Ce paragraphe, je vais lui appliquer le style image ancrée dans body text. Donc vous devez absolument avoir le curseur qui clignote sur le bord de l'image. Image ancrée dans body text. Et voilà, elle est centrée. Parfait. Alors, je vous montre juste ce qui se passerait
si, quand vous avez amené les images, vous les avez faites grandes. Voilà. Donc par exemple, si l'image est grande, comme ça, je viens juste de l'agrandir avec la transformation manuelle. Si je la copie, je vais dans le texte de la page qui n'a pas encore beaucoup d'images, je vais me mettre à la fin d'un paragraphe, enfoncer la touche pour créer un paragraphe vide, et je vais coller. Voilà, on a une image qui déborde. Mais on a quand même le curseur qui clignote sur le côté, et si... Voilà, il va falloir la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle éventuellement. Donc, ce sera la solution. Avec la flèche noire, je la sélectionne, l'image. Avec transformation manuelle, en enfonçant la touche Shift, je la redimensionne. Et voilà. Je reclique avec le curseur texte à côté de l'image. J'ai le curseur et j'applique le style image ancrée dans Body Text. Voilà. Et je peux encore, avec la flèche noire, sélectionner l'image et la redimensionner s'il fallait avec la touche majuscule enfoncée. Donc c'est ça qui est un peu bizarre et complexe éventuellement avec les images dans le flux du texte, c'est qu'on les modifie avec les outils pour modifier les images. Donc la flèche noire, la transformation manuelle du bloc image, mais aussi pour ce qui s'agit du centrage de l'image dans le flux du texte, c'est sur le paragraphe qu'on joue. Et là, on a appliqué un paragraphe qui a été fait spécialement, un style paragraphe qui a été fait spécialement pour ça. Et dans la palette paragraphe, vous le voyez, c'est centré. Voilà. Alors, regardez ceci. Je vais gérer l'espace avant et après. J'ai bien le curseur qui clignote sur le côté d'une image. Avec la palette paragraphe, je vais aller jouer sur espace avant et espace après. Voilà, l'espace avant, l'espace après. C'est peut-être pas plus mal hein, d'avoir une image avec plus d'espace au-dessus et en dessous. Et je peux répercuter cette modification que j'ai faite localement, donc sur seulement une partie du document. Je peux la répercuter sur toutes les images en fait, hein, puisqu'elles utilisent le style image ancrée dans Body Text. Donc vous avez le signe plus qui indique que vous avez fait un espace avant et un espace après. Ah oui, si on voulait se débarrasser de ça, ce serait la touche Alt, la touche Option et cliquer. Et voilà. Le réglage fait manuellement sur le paragraphe s'en va. Mais donc je vais le recommencer ici parce que je voulais quand même le répercuter sur les autres paragraphes des images. Voilà, on va dire ça c'est bon. 6, 4, oui. Ça a l'air bien. Donc, ah oui, on pourrait même aligner l'image sur la grille, mais on ne va pas le faire ici. Ok, donc, il y a une modification. Cette fois-ci, je ne m'en débarrasse pas, mais je vais la répercuter sur tous les paragraphes qui utilisent ce style. Donc je vais mettre à jour le style, menu de la palette style de paragraphe, redéfinir le style. Et voilà, toutes les images du document qui utilisent le style qui s'appelle image ancrée dans Body Text, elles ont cet espace avant et après maintenant. Bien sûr, l'image là, chez moi, qui démarre la colonne, n'a pas d'espace avant. C'est le même principe que pour les titres. Le titre ici n'a pas d'espace avant parce qu'il commence la colonne.
enregistrer le document. Donc, je reviens sur les images que j'ai importées. Je vais ici en copier une et aller la coller, cette fois-ci, par-dessus le texte. Voilà, elle est flottante, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas ancrée au texte. Donc, une possibilité, bien sûr, pour les images, c'est aussi de les mettre en habillage. Donc l'image est superposée au texte et à partir de là, ça vaudrait la peine de faire un calque rien que pour ce genre d'image. Donc menu fenêtre, calque, on va faire un calque qui va s'appeler image flottante. Donc peut-être que le premier calque ici, je vais double-cliquer sur le calque pour changer son nom, je vais l'appeler body text. C'est le texte principal qui est sur ce calque. Et puis, je vais créer un autre calque en cliquant sur l'icône du signe plus. Et là, je vais l'appeler image flottante. Flottante, idiot. Voilà. Voilà. Donc, actuellement, l'image qui est sélectionnée là, qui flotte au-dessus du texte, elle est sur le calque body text. Donc c'est comme dans Illustrator, pour transférer un élément sélectionné d'un calque à l'autre, on prend le petit carré et on le transfère d'un calque à l'autre. Et voilà, l'image est sur le calque image flottante maintenant. D'ailleurs, les vecteurs sont rouges pour vous l'indiquer, puisque c'est la couleur des vecteurs de ce calque. Et alors, vous avez l'habillage de texte, menu fenêtre, habillage de texte, où vous allez pouvoir, dans la palette habillage de texte, enclencher la deuxième icône pour que cette image repousse le texte. Donc, on voit, sans habillage, le texte est derrière. Avec habillage, le texte est repoussé. Et en cassant la chaîne ici, je vais pouvoir indiquer qu'il y a une marge d'habillage, vous la voyez qui apparaît là, sur le dessus pour repousser le texte un peu plus, et sur le bas aussi, éventuellement, une marge d'habillage, voilà. Donc cette image peut être placée où on veut. Par rapport aux autres images qui sont ancrées dans le texte, cette image-là, par contre, restera toujours à l'endroit où je la mets. Elle ne va pas voyager d'une colonne à l'autre, d'une page à l'autre, en fonction du texte que j'ajoute ou que je supprime. Elle va rester là. Vous voyez la différence par rapport aux images ancrées qu'on a faites juste avant. Alors, pour pouvoir faire ça sur d'autres images, il faut enregistrer le style. Mais, style de quoi? Ben oui, il n'y a pas de paragraphe ici. Elle ne repose pas sur un paragraphe. Ça va être un style d'objet. Bon, on va aller chercher la palette des styles d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. En ayant l'image qui est sélectionnée, le bloc en tout cas qui contient l'image, pas l'image à l'intérieur, mais le bloc, on va demander dans la palette style d'objet de faire un nouveau style d'objet. Et là, je vais l'appeler image qui habille. Habiller, ça veut dire repousser le texte. OK. Ah oui, et j'ai oublié de cocher l'option « Appliquer le style à la sélection ». Donc, tant que j'y suis, je vais attribuer à ce bloc le style qu'il vient de créer. Voilà, image qui habille.
Ça va permettre d'aller chercher une autre image éventuellement. Je vais faire ici une sélection, copier, puis je vais retourner sur la page ici éventuellement. Je vais coller. Voilà. Donc l'image est par-dessus le texte, ça se voit. Mais je vais maintenant enclencher le style d'objet pendant que le bloc image est sélectionné là. Image qui habille. Et voilà. Et je la positionne à peu près sur la colonne. Et c'est bon. Donc vous n'allez pas devoir reparamétrer pour chaque image l'habillage avec la marge, etc. Vous avez un style qui intègre les caractéristiques de l'objet. Et ça, c'est intéressant. Et encore une fois, ces images, elles vont rester au même endroit. Si il me prend l'envie ici de sélectionner certains mots, copier, et puis je colle une fois, deux fois, j'ajoute du texte. Vous voyez que j'ajoute du texte. À un certain moment, les images ancrées dans le texte bougent. Par contre, mes deux images que j'ai posées là au-dessus, elles ne bougent pas. Voilà, finalement, j'ai collé tellement de texte qu'il n'y a plus que les deux flottantes qui sont là, et les suivantes, elles sont passées à la page suivante. Voilà. Bon, je vais annuler le collage, mais vous avez compris le principe. Hein. Voilà, j'annule plusieurs fois. Commande Z. Commande majuscule Z pour rétablir maintenant, parce que je suis allé trop loin en arrière. Voilà. Parfait. Bon, mettre les images comme ça, flottantes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ça ressemble très fort à une image que j'ai ancrée. Ça, c'est les flottantes, ça, c'est les images ancrées, donc on voit même pas la différence, donc ça n'a pas d'intérêt de les mettre comme ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est ceci. Si vous prenez une image et que vous la mettez plus grande avec l'outil de transformation manuelle, ça va amener quand même un peu de variété dans la mise en page avec la touche Shift. Voilà. Je peux même, dans ce cas-ci, vu que quand même, il ne faut pas que ça déborde. Hein. Je vous rappelle que si j'enclenche là l'aperçu, on va voir que ça ne ressemble à rien du tout. Elle va occuper plutôt deux colonnes que une, celle-là, si je la mets aussi grande que ça. Donc je vais la déplacer pour qu'elle occupe deux colonnes. Voilà. Outil de transformation manuelle avec la touche Shift. Et je peux donc mettre une image qui déborde éventuellement même un peu de la page pour que, au final, à l'impression, l'image aille jusqu'au bord. Pourquoi pas. Et donc voilà. On peut avoir comme ça une image qui habille, qui est comme ça. C'est sympa. Alors de plus en plus, on voit le retour aux images avec un bord blanc comme ça dans les magazines. C'est un style un peu portfolio, un peu portfolio magazine, portfolio mannequinat, d'avoir des bords blancs comme ça. On a souvent dit en mise en page qu'il fallait faire aller les images et les blocs couleurs jusqu'au bord des pages, mais on voit dernièrement cette tendance au magazine avec des cadres. Je vais vous montrer. On va enregistrer le document. Donc ici dans Bing, j'ai juste tapé ceci, Fashion Magazine Layout. Layout, c'est la mise en page. Page Layout, ça veut dire mise en page en anglais. Et je regarde un peu. Voilà, par exemple, celle-ci. C'est vraiment au hasard. Hein. Voyons un peu ce que ça dit si je tente de l'ouvrir en grand. Ben voilà, on a justement ce dont je vous parlais, qui normalement était considéré comme des mises en page foireuses avant.
Eh bien maintenant, c'est tendance de mettre un bord comme ça, de mettre l'image qui va jusqu'à la marge, mais pas jusqu'au bord de la page. Elle n'est pas en fond perdu, elle ne continue pas au-delà un peu des limites de la page. Bien sûr, vous avez des mises en page foireuses, comme ça. Ça, c'est des magazines bas de gamme. C'est la foire, pour ne pas utiliser un mot plus vulgaire. Clairement, c'est pour les ados. Mais c'est intéressant quand même. Ça peut être un style qu'on appelle le style un peu fanzine, donc magazine un peu artisanal. Et c'est vraiment l'impression qu'on a ici avec la découpe, comme si on avait découpé au ciseau, sauf que ça a été certainement fait dans Photoshop, la découpe comme ça, ou dans InDesign d'ailleurs. Et donc, attention, j'ai tendance, quand je découvre ça, à dire que c'est foireux, mais ça peut être un style pour se démarquer de la concurrence, le style un peu fanzine. Donc quand on parle du style fanzine, on fait référence aux magazines qui existaient dans les années 80, quand, avant que les ordinateurs permettent de faire de la mise en page, on faisait des découpes de photos, on tapait sur une machine à écrire, on découpait ce qu'on avait tapé, on arrangeait ça sur du papier, sur des pages, on photocopiait. Voilà, c'est le fanzine. Voilà, j'ai juste tapé fanzine ici et vous voyez un peu le genre de mise en page en fait dont on parle, très artisanal. Oui, contre-culture, justement, c'est le nom du fanzine. Tiré en très peu d'exemplaires. C'est l'idée. Et donc, de nos jours, on peut essayer de recréer ça dans InDesign pour se démarquer. C'est un genre de mise en page qui existe. Mais voilà, genre de fanzine qui ressemble un peu à ce qu'on fait dans les écoles, ce qu'on faisait dans les écoles, des petites publications qu'on vendait dans la cour de récréation. Enfin, vous voyez le genre. Donc attention, quand on voit des mises en page un peu foireuses, c'est peut-être un style et il y a peut-être une clientèle, il y a peut-être une niche de clients pour ça. Oui, ça rejoint un peu le scrapbooking parce qu'en effet, on peut coller des choses et les photocopier. Oui. Scrapbooking, mixed media. Oui. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de naturel, artisanal, moins industriel, moins structuré que les magazines qu'on voit d'habitude. Donc voilà le genre de magazine plus traditionnel, bien qu'il y a cette nouvelle tendance de mettre des bords blancs. Et alors, ce que vous remarquez surtout, c'est l'interlignage qui est important. Même pour le corps du texte. Un interlignage très important, ce qui donne un côté aéré, agréable à lire. Waouh, on a une virgule qui commence une phrase ou je rêve. C'est dingue. Non, ça ne doit pas arriver parce que normalement, on ne met pas d'espace entre les mots et les virgules. Donc la virgule doit toujours être attachée naturellement au mot qui le précède. Donc là, comme on dit en wallon, il y a une sacoué qui ne va n'invesser. Voilà d'autres exemples avec des interlignages très grands. C'est typique à des magazines de mode. Si j'avais pris d'autres types de magazines, j'aurais peut-être pas ce genre de choses. C'est pour donner un côté haut de gamme. Ah mais tiens, voilà quelque chose qui est un peu plus bas de gamme au niveau du public cible. Et l'interlignage est un peu moins important, quoiqu'il est quand même plus grand que l'interlignage 120% de la taille du caractère.
on a des gros problèmes de justification, des grands espaces comme ça. La justification n'a pas été réglée comme il faut. Bon, quoi qu'il en soit, dans notre document, on a également du corps du texte avec un espacement assez important. Si on va dans la palette texte, caractère et qu'on clique sur le corps du texte, voilà. OK. Alors ici, le texte n'est pas justifié, il est aligné à gauche. Anciennement, c'est ce qu'on faisait typiquement pour les magazines loisirs, c'était toujours aligné à gauche. Et le texte justifié, on gardait ça pour les documents plus sérieux, pour donner un côté institutionnel. Donc vous voyez, justifié, ça veut dire coller à gauche et à droite. Mais, comme vous avez pu le voir sur les différents exemples que je vous ai montrés, on a maintenant quasiment systématiquement du texte justifié. C'est une influence des États-Unis qui, depuis longtemps, dans les magazines, font du texte justifié, alors qu'en Europe, on avait du texte en drapeau dans les magazines, mais là, on a maintenant de plus en plus du texte justifié. Pourquoi ? C'est une tendance, c'est comme ça. Les choses changent. Donc je pense que si vous voulez faire une publication qui a l'air plus sincère, plus authentique, du texte en drapeau comme ceci, ça peut être intéressant. Alors que si on justifie, si on fait coller de chaque côté, ça devient rigide, ça devient plus industriel, institutionnel. Donc, qu'est-ce qui est le mieux, en drapeau ou justifié ? Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire passer comme sentiment. Et ça se décide au moment, si on fait un magazine, ça se décide au moment où on conçoit la maquette du magazine, et ça va être valable pour quelques années jusqu'à la refonte du magazine. Ceci dit, voilà, notre document ici n'est pas un magazine, c'est un document en flux continu, mais malgré tout, voilà, les considérations de texte agréable à lire, ça peut quand même importer. Avez-vous des questions là-dessus ? Pas de questions ? Est-ce que l'image ici est bien sur le bon calque, la grande que j'ai mise ? Parce que je pense ne pas pouvoir trop vérifier si elle était arrivée sur le bon calque. C'est pas très grave, elle n'est pas sur le bon calque. C'est pas très grave, mais voilà, je vais la mettre sur le calque image flottante. Comme ça, en enlevant l'œil en face d'image flottante, je vois tout de suite où sont les images flottantes, il n'y a pas de problème. Donc c'est l'idée des calques, c'est de séparer des éléments qui sont de nature différente pour pouvoir avoir accès facilement à l'un et l'autre, facilement verrouiller un des calques pour avoir accès au reste. Voilà, c'est l'idée. Voilà. Donc, différentes manières de faire les choses, et là je vais verrouiller le calque. Non, je ne vais pas verrouiller les calques, puisque le calque ici, l'image ici est sur le calque body text. Donc je vais la copier, verrouiller le calque body text, indiquer que je travaille sur image flottante, et puis je vais aller sur une des pages suivantes, coller. Impossible de coller. OK. Vous avez vu ça ? Très intéressant. Vous avez... Faites-le. Donc en déverrouillant les deux calques, on sélectionne l'image qui est sur le calque body text, on la copie, édition copier, on verrouille body text, on indique qu'on travaille sur image flottante, on va sur la page et on veut coller l'image sur le calque image flottante et ça ne fonctionne pas, il y a un message, impossible de coller ou d'importer sur des calques verrouillés ou masqués. Il n'est pas verrouillé ou masqué.
Bon, ça fonctionne chez vous, super. Je vais vous montrer pourquoi chez moi ça ne fonctionne pas. C'est très intéressant. C'est une fonctionnalité dans le menu de la palette des calques. Une fonctionnalité qui s'appelle coller selon les calques. On a ça également dans Illustrator. C'est quand on copie-colle des éléments d'un document à l'autre, ils arrivent sur le calque qu'ils occupaient dans le document d'origine, vous voyez. Et si dans le document dans lequel je colle, le calque n'existe pas, il le crée. Et donc là, ce qui se passe, c'est que l'image chez moi, d'abord vérifiez chez vous, est-ce que c'était enclenché? À mon avis, non, puisque ça fonctionnait chez vous, le copier-coller. Le copier-coller. C'est pas enclenché chez vous, coller selon les calques, dans le menu de la palette des calques, vous me confirmez? Non. Mais chez moi, c'est enclenché parce que c'est très intéressant parfois de l'enclencher. Donc, que ce soit dans InDesign ou Illustrator, en fonction de ce qu'on veut faire, on enclenche ou pas cette fonction. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il essaye de coller sur le calque body text, mais il est verrouillé. Donc, je vais désactiver cette option et là, il va le coller tout simplement. Si c'est désactivé, voilà, il n'y a pas le petit V en face, il va le coller simplement sur le calque qui est activé. Voilà. Édition collée. Et ça marche. Retenez ça, parce que c'est vraiment utile, le copier-coller. Et très utile aussi dans Illustrator. Le coller selon les calques, à enclencher ou pas, selon ce qu'on veut faire. Voilà, ici sur cette image, je vais enclencher le style d'objet que j'ai mis au point. Ok, la palette style d'objet est là. Le style d'objet, est-ce que je suis bien en train de sélectionner le bloc qui contient l'image? Oui. Image qui habille, voilà. Et je vais tenter d'agrandir cette image sur le dessus avec l'outil de transformation manuelle. Donc voilà, tout est possible. C'est peut-être pas l'image idéale pour faire ça. Voilà. Et je vais peut-être donc avec l'outil flèche noire maintenant recadrer par le bas. Voilà. Donc si j'enclenche la visualisation aperçue, voilà ce que ça donne à l'impression. Là, l'image va jusqu'au bord de la page. Faites bien attention, il faut, quand vous faites ça, la faire déborder pour créer le fond perdu. Pour que, voilà, l'imprimeur, il va imprimer sur des feuilles, pour simplifier l'explication, des feuilles plus grandes que le format final, et puis il va couper. C'est le seul moyen d'avoir des images ou des blocs couleurs qui vont jusqu'au bord des pages. C'est de faire déborder. Il imprime un peu plus que ce qu'il faut, 3 mm en fait. Même si vous avez fait déborder de plus de 3 mm, ça va être que 3 mm qui va être imprimé en trop. Et puis il va rogner au bon format, là où il y a la ligne noire, le bord de la page. Enfin, c'est le principe du fond perdu, quoi. Vous connaissez le fond perdu, on en a déjà parlé. Faites en sorte qu'une image aille jusqu'au bord de la page comme ça. C'est bien. Jusqu'au bord et au-delà, vous voyez, le format. Donc, par rapport au bord de la page, l'image est au-delà. Donc, le fond perdu, qu'on appelle en anglais le bleed, c'est le principe qui est montré ici quand je fais une recherche Bing. J'ai plein d'exemples qui tentent de vous expliquer ce qu'est le fond perdu. Et si vous imprimez chez des imprimeurs en ligne, si vous faites imprimer chez un imprimeur où vous devez envoyer vos fichiers par Internet et puis vous recevez les impressions par la poste, ils vous expliquent bien ça dans leur tuto. Le fond perdu. Voilà, sur le coin
de l'impression. En fait, le format de page est imprimé sur une feuille plus grande que nécessaire et vous avez les traits de coupe. C'est grâce à ça que l'encre ira jusqu'au bord de la page. C'est grâce aux traits de coupe. Donc on imprime 3 mm de trop de l'encre sur le papier et puis on coupe. Il y a plein d'endroits où on vous explique ça. C'est très connu en impression, le fond perdu. C'est une des bases. Voilà, un autre document que j'ai trouvé ici, voilà. Justement, ça parle spécifiquement de ça. Où on vous montre que pour avoir une photo ou une page de magazine ou d'impression, voilà, qui va jusqu'au bord de la feuille, le seul moyen, c'est d'imprimer sur une feuille plus grande, en faisant un peu déborder. Et puis on recoupe. Là où ils ont mis les traits en pointillés, c'est les traits, c'est la coupe. Il n'y a pas de machine, sauf certaines photocopieuses couleurs particulières, mais c'est plutôt rare. Il y a peu de machines qui impriment jusqu'au bord de la feuille. Le principe, c'est qu'on imprime sur des feuilles plus grandes et on rogne, on coupe. On va faire l'exportation de cette page-là. Comme ça, vous allez voir. Parce qu'à l'imprimeur, on donne un PDF. Alors, cette page-là, c'est laquelle? Parce qu'il n'y a pas les numéros. On n'a pas mis le numéro dans les gabarits. C'est la 4. Ok, on va faire une exportation la 4, comme ça vous allez comprendre. Vous êtes bien sur la 4, vous avez bien mis la feuille, l'image qui déborde au-delà des limites de la page, vous l'avez bien mise sur la page 4. Ok, on y va. Fichier exporter. Donc on va faire un PDF pour l'impression. Donc à l'imprimeur, vous ne devez pas envoyer votre dossier InDesign, vous lui envoyez un PDF. Vous cliquez sur enregistrer. Vous avez le paramétrage du PDF. L'imprimeur vous dira d'inscrire ici une norme d'impression et vous dira laquelle. Ensuite, il faudra aller vérifier différentes choses. Je ne vais pas parler ici de la résolution, mais c'est ici qu'on va parler du fond perdu. Vous allez cocher dans repères et fonds perdus tous les repères d'impression. Et vous allez retrouver ce qu'on voyait là dans une des pages précédentes. Si j'essaye de retrouver ça, voilà. Les traits de coupe. Donc, il va falloir absolument ici indiquer une valeur de fond perdu de 3 mm. Vous ne cochez surtout pas ça, parce que nous n'avons pas réglé le fond perdu dans le document. Donc si vous cochez ça, vous aurez 0, vous n'aurez pas de fond perdu, ça ne va pas déborder dans le PDF. Donc pas coché. On le fait au moment de l'exportation du PDF ici, parce qu'on n'a pas déterminé ça dans le document avant. Bien, ici en principe, à sortie, vous devez indiquer convertir vers la destination. Si c'est pour imprimer sur une imprimante jet d'encre, la destination, ça va être soit le profil colorimétrique de l'imprimante, soit un profil standard. Alors on a quelque part ici le sRGB, certainement, qui doit être quelque part, mais je ne le vois pas là tout de suite. Le sRGB serait un bon choix. Ok, il n'y est pas. C'est pas grave. On va faire une exportation vers le profil de presse que l'imprimeur vous indiquera en fonction du papier sur lequel vous avez choisi d'imprimer.
Voilà, du papier graineux ou du papier lisse, ben ça va influencer le rendu des encres et donc il faut absolument ici faire la conversion des images RVB du document vers le CMJN que l'imprimeur vous indique. Si vous dites que vous avez choisi du papier graineux qui correspond à la norme FOGRA 27, ben vous choisissez FOGRA 27 ici. Et ça va créer les quantités d'encre nécessaires. Les images vont être converties de RVB vers CMJN dans le PDF. Si c'est du papier lisse, il va peut-être vous dire que c'est FOGRA 39. Il va peut-être aussi vous donner un autre profil, ISO coated par exemple, ISO uncoated, etc. Tiens, ça c'est pour du papier jaunâtre. Ah oui, forcément, si le papier est jaunâtre, la quantité d'encre va devoir compenser le fait que le papier est jaunâtre, avec plus de bleu, plus de cyan en fait, plus de magenta, pour que vos photos ne soient pas jaunâtres. Vous comprenez un peu l'idée? Bon, donc, allez, on va faire FOGRA 39, c'est un standard quand même, voilà, et on va exporter. Alors attention, dans Général, ici, ce serait bien, pour que ce soit automatique, de demander d'afficher le PDF après exportation. Alors là, je vous ai fait la version hyper courte. Et alors attention, on avait dit qu'on allait, ici, dans Général, exporter seulement la 4, parce qu'on veut juste voir la 4 exportée, dans ce cas-ci. Étendue 4. Afficher le PDF après exportation. On clique sur Exporter. Oui, il dit qu'il y a du texte en excès sur la page 4, c'est pas grave, puisqu'on ne va pas vraiment imprimer. Et alors, ça va peut-être bien s'ouvrir dans Acrobat. Si votre ordinateur est réglé pour que les PDF s'ouvrent dans Acrobat quand on double-clique sur eux, ça va peut-être bien s'ouvrir dans Acrobat. Mais peut-être que ça s'ouvre dans Aperçu aussi. Le logiciel Aperçu du Mac. Ok. Là, il faudra forcer à l'ouvrir dans Acrobat en déplaçant l'icône du PDF vers le logiciel Acrobat, vers l'icône du logiciel Acrobat, ou faire ce que j'ai fait tout à l'heure, clic droit sur le fichier PDF, lire les informations, déterminer avec quoi ça doit s'ouvrir les PDF, cliquez sur tout modifier, et là vos PDF, si vous avez indiqué que ça doit s'ouvrir avec Acrobat, ils s'ouvriront avec Acrobat. Est-ce que vous arrivez à zoomer en arrière et à voir un peu? Donc là, on a les traits de coupe. Ça va être coupé, toute la ligne là, ça va être coupé. Voilà, là aussi, et c'est le seul moyen d'avoir donc les images qui vont jusqu'au bord de la feuille. On imprime sur une feuille plus grande. Donc toutes les bizarreries qui sont là sont en dehors de l'impression. Ce sont des informations qui sont en dehors de l'impression. Voilà.